Bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter Immutable.js et comment faire pour l'utiliser dans une application, en particulier React Redux. Donc l'immutabilité, c'est le fait que une entité, un objet ne change jamais dans le temps. Donc qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de rendre la comparaison facile. Donc on peut définir deux types de comparaison, d'égalité. Il y a l'égalité en référence. L'égalité en référence, c'est-à-dire est-ce que l'objet que je désigne dans la mémoire, c'est le même, exactement le même? Est-ce que je désigne la même chose? Et l'égalité en valeur, c'est est-ce que les choses que je compare ont le même sens? Et en JavaScript, pour comparer des objets ou des arrays, c'est toujours l'égalité en référence qui est utilisée. Donc par exemple ici, on définit deux objets qui ont la même valeur. Donc si on définit rValueEqual qui est l'égalité en valeur, on a que l'égalité est vraie. Et par contre, les objets sont différents parce qu'ils désignent deux emplacements de mémoire différents. Donc, qu'est-ce que ça implique? Par exemple, si on définit un state, qui est l'objet que je présente, et que on définit un autre state, modified state, qui est en fait égal à state, on a la même référence. Donc si on modifie modified state, on modifie le state. Et donc, si on passe d'abord state à un composant, on lui passe une valeur 1, 2. Et si ensuite on passe le modified state auquel on a changé une valeur, on passe bien une valeur différente, sauf que dans le shoot component update dans React, par exemple, qui permet à un composant de savoir s'il doit s'updater en fonction de ses props, eh ben, on va avoir une égalité en référence et du coup le composant va pas se rendre. L'immutabilité, ça permet aussi d'avoir, de faire des fonctions pures, donc on modifie pas les paramètres qu'on lui passe. On n'a pas d'effet de bord comme je viens de montrer et on est sûr que dans le temps, une variable va toujours avoir la même valeur et que du coup notre code à un moment ou à un autre, ça ne changera pas. Donc si on a plusieurs threads, ça nous arrange pas mal. Donc la librairie immutable, c'est plus de 20 000 stars sur GitHub, c'est développé par Facebook et c'est TypeScript et Flow compatible. Et du coup, les avantages, quels sont les avantages? Donc, j'en ai déjà présenté un peu, ça permet de forcer l'immutabilité. C'est-à-dire que c'est pas une convention d'écriture ou des bonnes pratiques, on force, comme dans mon exemple, on définit une map, donc c'est l'équivalent d'une map ou d'un objet JavaScript, mais immutable. On lui passe un objet pour la générer dans son constructeur, et on essaie de changer une valeur en effet de bord, et ça ne marche pas. Donc ça permet de s'assurer qu'on ne peut pas modifier les objets qu'on définit. Ça peut simplifier le code aussi. Donc là, c'est Paul, un retour de Paul sur son projet qui avait des réduceurs comme on voit au-dessus. Donc dans Redux, qui est donc un outil pour gérer un state global d'une application et l'appliquer à React, dans Redux, on a un réduceur, c'est une fonction auquel on passe un state, une action qui définit une modification du state, et on renvoie un autre state. Et en fait, on doit avoir ce qu'on retourne, qui est une copie de du state qu'on passe, auquel on applique la modification. On ne doit jamais modifier le state qu'on passe en entrée. Donc ça doit être une fonction pure. Et ici, on voit que pour faire ça, dans un state qui est assez nesté, on doit copier tous les sous-ensembles du state. Et donc c'est illisible, ça met beaucoup de temps à écrire. Et si vous devez relire cette PR, c'est très difficile de savoir si vous avez respecté l'immutabilité et que vous n'avez pas changé votre state. Est-ce que vous avez bien tout copié? Est-ce qu'il n'y a pas une référence qui reste sur l'ancien state? Et donc, si on transforme ça en immutable, ça prend une ligne. On utilise, donc on peut voir dans le return, la fonction setIn, où on donne un pass. Donc c'est l'ensemble des objets et des tableaux dans lesquels on va passer. On passe une valeur et ça permet de changer directement cette valeur et de s'assurer qu'on renvoie bien un nouveau state. En JavaScript aussi, la copie, c'est quelque chose qui est très cher. Donc là, dans l'exemple dessus, on a dû copier tous les objets un par un. Et donc ça peut causer des problèmes de performance. Et là où Immutable apporte quelque chose, c'est que sous le capot, ça va apporter du structured sharing. Qu'est-ce que c'est? C'est si on a un objet à gauche auquel on veut changer une propriété, donc on va changer E, on va lui mettre la valeur X. Ce qui va se passer, c'est que on va donc en bleu c'est l'ancien objet, l'ancienne branche, en jaune la nouvelle, donc on a changé toute l'arborescence
du top jusqu'à X pour bien référencer les bons objets. Et on voit en vert tous les nœuds qui ont été conservés, donc qui sont partagés entre l'ancienne et la nouvelle structure. Donc on n'a pas besoin de copier. Donc si vous avez un state qui fait 1000 entrées et que vous en changez seulement une, si vous faites de la copie d'objets que vous n'utilisez pas niveau immutable, bah vous allez devoir copier les 1000 entrées, alors que si vous utilisez immutable, vous allez en changer qu'une, et vous allez garder tout le reste. Donc encore un point sur la comparaison. Là, c'est ce que j'ai montré à gauche. On a un objet, on définit une variable comme pointant sur notre premier objet, on change une valeur, on a bien les deux objets qui sont égaux, et en fait on a changé une valeur, ils sont égaux en référence, mais on n'a pas la même valeur qu'au départ. Et donc si on utilise immutable, on va avoir que si on prend x, donc c'est une première map, on dit que y c'est à x auquel on set une nouvelle valeur, on va bien voir que y, x et y sont différents, et puisque la référence a changé. Et si on prend z qui est à x, on prend x et on associe la même valeur, donc on change pas en fait, on fait un set mais on change pas l'objet x, on voit bien que c'est toujours la même référence et que on n'a pas changé la valeur. Un autre avantage, c'est si vous avez des grosses teams ou qui changent beaucoup, comme j'ai dit avant, ça permet de ne pas avoir seulement des conventions d'écriture, ça permet d'avoir quelque chose qui force l'immutabilité dans le code. Ça permet aussi dans une application React Redux que si vous ne pouvez pas du tout changer le state de manière en side effect, donc en changeant une des propriétés du state, ça va bloquer, donc vous assurez que vous n'avez même pas besoin de vérifier ça dans une PR. Si quelqu'un vient d'arriver dans l'équipe et qui connaît pas trop, il sait pas que ça doit être immutable, il sait pas comment, qu'il doit appeler une action pour modifier son state et pour récupérer les modifications après, vous n'avez même pas besoin de lire ça puisque c'est pas possible. Donc je vous ai présenté les avantages. Maintenant je vous présente quelles sont les différentes API, quels sont les outils qui sont proposés par la librairie. Donc on a des structures de données immutables, on a des méthodes et des fonctions de conversion. Donc je vais passer assez vite, il y a pas mal de choses. En premier on a les maps, donc c'est l'équivalent des objets ou des maps mais immutables. On peut les définir de différentes manières comme je le montre à gauche. Et on peut appeler des méthodes sur ces objets. Donc ce qu'il y a comme méthode de base, ce qui est cool, c'est qu'on a des maps et des reduce qui sont déjà implémentés dans l'objet. On n'a pas besoin d'utiliser Lodash ou une autre librairie pour le faire. Et on a plein d'autres méthodes qui permettent de merger des objets, de modifier des objets, de récupérer une clé dans un objet. Je vous présente rapidement maintenant des méthodes pour les structures nestées. Donc très simplement on a getIn, vous lui passez un pass dans lequel vous voulez passer. Donc moi je veux récupérer la clé qui est dans l'objet A, puis dans l'objet B, puis à la clé C. Donc vous donnez un pass en arrêt et ça vous donne la valeur. Ensuite setIn c'est l'équivalent mais si vous voulez changer une valeur suivant un pass. UpdateIn ça vous permet pour la valeur qui est au bout du pass de lui appliquer un callback. Donc vous pouvez modifier programmatiquement une clé à un endroit donné dans la structure. Et enfin un autre exemple c'est mergeDeep qui permet de merger des objets sur tous leurs sous-objets. Donc ça permet de pas seulement merger les clés du top, mais de merger en profondeur. Ensuite on a les lists, qui sont l'équivalent des arrêts en immutable, sur lesquels pareil on a plein de méthodes, donc les MapReduce pareil, et on s'assure que toutes les méthodes qui en JavaScript sont pas immutables, qui modifient votre tableau de base, donc pop, push, splice, concat, ça vous permet de récupérer un nouvel arrêt à chaque fois que vous êtes sûr de ça et vous pouvez chaîner du coup sans avoir peur de modifier votre tableau de base. Oui, à chaque fois j'ai mis dans la présentation les liens de la doc qui correspond dans immutable si vous voulez aller voir plus. Bon, on a d'autres structures. Donc je vous ai présenté les listes, les maps, on a des sets qui sont des sets immutables, les records et quelques autres structures que vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Maintenant les méthodes. Donc une méthode qui est hyper importante parce que en général dans votre application vous n'allez pas utiliser immutable partout et on fait du JS donc vous allez forcément partir de JavaScript à un moment. Donc FromJS ça permet de transformer en profondeur
une structure JavaScript en structure immutable. Donc ça va transformer tous les objets en map et tous les arrays en liste. Et dans l'autre sens, on a ToJS qui permet de faire l'opération inverse, donc de transformer toutes les structures immutables en structure JavaScript. On peut passer en JSON, en array, en object, donc on a pas mal de méthodes comme ça. Et pourquoi est-ce que je parle ici de ToJS, je vais y revenir, c'est que effectivement, si on veut implémenter immutable dans un projet existant, on ne va pas changer tout son code pour utiliser que des fonctions immutables. Donc on va l'utiliser potentiellement sur un endroit localisé et après on aura besoin de retransformer en JavaScript derrière. Donc j'ai présenté ce qui était cool, comment l'utiliser, donc l'API. Et maintenant il y a quand même des soucis avec immutable et des choses auxquelles il faut faire attention, surtout dans un contexte React Redux. Donc premièrement, c'est une nouvelle librairie qu'il faut apprendre, c'est une nouvelle dépendance dans votre projet, donc vous allez devoir vous baser sur des structures immutables, vous allez avoir de l'immutable qui va arriver dans certains de vos tests, donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. ToJS, c'est hyper lent, donc c'est la méthode dont j'ai parlé, pour retransformer toutes vos structures immutables en JavaScript, pour pouvoir continuer d'utiliser du JavaScript dans votre code. C'est hyper lent, donc tout l'avantage qu'on peut avoir de performance sur la copie avec le structural sharing que j'ai présenté, vous allez le perdre si vous utilisez ToJS n'importe comment. Donc il faut faire attention à ça. Et aussi, c'est hyper dangereux, surtout dans une application React Redux. Donc là, ce que je présente, c'est vous avez les deux cas différents. C'est soit votre sélecteur, donc ce qui a votre state, qui vous permet de récupérer dans votre state une partie précise, et dans le map state to props, qui est donc l'endroit où on passe du state aux props d'un composant React. Si vous faites ToJS à cet endroit, vous allez partir d'une référence immutable, vous allez créer une nouvelle référence avec l'objet converti, et vous allez créer en fait une nouvelle référence à chaque fois que vous utilisez ToJS. Donc si les props changent, vous allez rappeler ToJS, ça va créer une nouvelle référence. Donc même si la partie du state qui a changé vous intéresse pas, vous allez avoir un problème d'égalité en référence. Et donc votre composant va pas se rendre comme il faut. Donc il faut jamais utiliser ToJS dans les sélecteurs ou mapState2Props. Donc les solutions à ça, c'est soit d'utiliser immutable dans vos smart components et en fait partout, soit de passer d'immutable à JS dans des higher order components. Donc c'est une transformation qui va vous permettre de passer toutes les props d'un coup en JavaScript. Et dernier point, c'est que si vous avez un state qui est très, très flat et qui change très souvent, qui n'est pas forcément trop gros, il n'y a pas tant d'avantages que ça, en tout cas en performance, d'utiliser immutable. Donc il faut prendre ça aussi en considération. Un petit résumé des bonnes pratiques que j'ai exposées. Et aussi d'autres choses, c'est qu'il faut toujours utiliser, par exemple, si votre state est immutable, il est immutable partout. C'est pas un bout de JavaScript, un bout d'immutable, il faut que tout soit immutable. Il faut faire attention à ToJS, donc l'utiliser au maximum possible sur des petites parties du state une fois que vous êtes dans vos composants feuilles, par exemple. Donc tout au bout de votre chaîne, vous n'avez qu'une petite partie d'information à transformer. Et les sélecteurs et mapState2Props ne doivent jamais utiliser ToJS. Et il y a des librairies d'assertion immutable, donc immutable. Un petit point en plus qui est assez important, c'est que le standard TO2 pour les applications React Redux donc il y a immutable dedans maintenant. Donc là, je présente des bouts que vous allez pouvoir retrouver dans l'article, donc j'ai mis le lien en dessous. C'est comment est-ce qu'on utilise immutable dans les applications TO2 React Redux. Donc ici, le reducer. Donc ce qu'on voit, c'est que on va définir notre default state en utilisant FromJS. Donc on part d'un objet JavaScript qu'on définit facilement, on le transforme en immutable, et ensuite dans le reducer, à la place de récupérer les propriétés une à une et de faire des copies, on utilise les méthodes que proposent des objets immutables.
Et ensuite, ce qu'on a décidé de faire pour limiter le scope d'immutable à l'endroit où c'est le plus important, donc pour s'assurer de l'immutabilité, c'est que on transforme les données en immutables dans le réducteur et ensuite on les reconvertit dans un higher order component. Donc je présente pas ici le hoc, il est par contre dans l'article, donc vous pouvez le copier-coller et il marchera direct. Et du coup comment ça se passe, c'est que dans un composant, dans la partie connect, on va utiliser le hoc to.js que j'importe en haut, on l'utilise juste après le connect pour pour que dans votre smart component, votre container, vous puissiez utiliser du JavaScript. Donc c'est le choix qu'on a fait. Et voilà. Joyeux Noël et un petit cadeau, c'est le lien que j'ai mis, ça vous permet de découvrir Immutable de manière plus simple que la doc qui n'est pas forcément toujours hyper facile à appréhender. Donc c'est des petits exemples, des petits exos pour voir un peu comment ça marche et quelles sont les méthodes utiles. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Yes. Imaginons que j'ai un projet, bon, ça dépendra forcément de la taille du projet, mais c'est quoi le coût d'entrée pour passer un projet sur Immutable? C'est d'installer Immutable. Et ensuite, c'est dans ton. Enfin, si c'est un projet avec Redux, tu utilises Immutable comme ça. Donc, comme ça. Donc, tu utilises FromJS pour ton initial state, tu utilises les méthodes immutables ensuite dans tes parties Reducer. Donc, en fait, avec ça, on peut le faire progressivement en fait, par composant. Ouais. Et ensuite, donc, t'as ça. T'as copié-collé le hoc qui est dans la doc de Redux ou dans l'article, et ensuite tu fais ça dans tes smart components, donc c'est tout. Et j'ai fait une paire sur le générateur Théodo, et c'est vraiment, il n'y a que ça à faire, ça marche. Il faut aussi gérer l'endroit où tu composes tes réducteurs quand on a fait des réducteurs. Non. Bah, je veux dire, oui, non, mais c'est comment tu mets en place Redux, quoi. Ouais, mais c'est sur un projet qui n'est pas avec Immutable, tu utilises React Redux, alors que sur un projet Immutable, il faut utiliser React Redux Immutable. Il a en gros une même fonction qu'on fait le sort, mais qui fait un state qui est une map par module. C'est possible. En tout cas, moi, sur le générateur marche, je sens que j'ai besoin de faire ça. Donc il faut que je vois s'il n'y a pas un souci. Mais avec le générateur, le state c'est un objet qui contient des maps. Ah, peut-être. Parce qu'il y a les deux versions. Peut-être. Bah, du coup, il faut peut-être en plus utiliser. Mais tu peux très bien avoir un state qui est un objet. Et avec dedans des maps. Mais je pense que c'est mieux que tout soit immutable, donc t'as raison. Donc il faut faire ça en plus, changer le combiner use. D'autres questions? Ouais. Est-ce que tu as d'autres structures de données que les maps et les listes? Des arbres Ouais, j'avais fait une petite. J'ai montré quelques trucs. T'as listmap, t'as des sets, donc c'est l'équivalent d'un array avec que des clés uniques. T'as des records, donc une classe avec des valeurs par défaut. Et je sais plus ce que t'as d'autre, t'as 2-3 autres trucs. Okay. Donc à voir, mais il y a. T'as une petite liste. Yes. T'as déjà utilisé des records ou pas? Non. Non. J'ai listé les trucs, c'est vraiment marrant, mais j'ai jamais utilisé. Attention, j'allais les utiliser sur Digital mais on sait pas si ça sert à quelque chose en fait. Ouais, non, ça je sais pas non plus. Ok. Joyeux Noël. Joyeux Noël.